Mais 1944. La guerre du Pacifique est un brasier, et le général Douglas MacArthur s'apprête à y verser de l'essence. Tout son plan pour reprendre les Philippines, tout son héritage repose sur une petite île perdue au milieu de nulle part, Biak. Sur cette île, 11 000 soldats japonais, dirigés par le brillant et impitoyable colonel Naoki Kusum, n'attendent pas de mourir sur les plages. Ils sont cachés, enfouis dans des forteresses indestructibles de corail et de roches, armés de mitrailleuses pointées à tous les angles imaginables. Ils attendent pour saigner l'Amérique à blanc. L'armée américaine marche droit dans ce piège, en suivant une doctrine qui est en train de la faire massacrer. Les mathématiques brutales de la guerre du Pacifique le prouvent. Pour chaque bunker affronté, 3 hommes tomberont. Et il y a des centaines de bunkers. Mais voici le secret. L'armée américaine dispose d'une arme capable de mettre fin à ce cauchemar. Une grenade si terrifiante qu'elle peut faire fondre l'acier et suffoquer toute une garnison en quelques secondes. Mais elle est enfermée, interdite. Son utilisation offensive est classée comme crime de guerre. Ce que les généraux, dans leurs uniformes impeccables, ne savent pas encore, c'est qu'un adolescent fermier de l'Iowa, un simple soldat nommé Harold Moon, est sur le point d'allumer un incendie. Il est sur le point de violer toutes les règles, de défier ses officiers et de forcer le Pentagone à réécrire sa propre doctrine ou à le traduire en cour martiale pour avoir essayé. Ceci est l'histoire d'une bureaucratie qui a échoué et d'un soldat qui a osé avoir raison. Pour comprendre le cauchemar de Biak, il faut d'abord comprendre l'obsession de MacArthur. Au début de l'année 1944, la campagne de progression insulaire menée par MacArthur était un succès brutal. Mais il ne sautait pas d'île en île, il avançait. Il avançait vers un unique objectif, les Philippines. Sa célèbre promesse « Ishell Return » n'était pas un simple slogan, c'était l'axe stratégique entier du théâtre du Sud-Ouest Pacifique. Mais pour envahir les Philippines, il avait besoin de la supériorité aérienne, non seulement depuis les porte-avions, mais aussi depuis d'immenses bases terrestres pour bombardiers lourds. Son regard se posa sur l'île de Biak, au large de la Nouvelle-Guinée néerlandaise. Biak possédait 3 aérodromes stratégiques parfaits, le plus important étant l'aérodrome de Mocmer. Quiconque contrôlait Mocmer contrôlait le ciel de toute la région. Pour MacArthur, Biak était la pierre angulaire. Pour les Japonais, c'était le dernier rempart. Le haut commandement impérial japonais connaissait son importance. Il envoya l'un de ses meilleurs spécialistes de la défense, le colonel Naoki Kusum. Kusum n'était pas adepte du vieux code Banzai. Il n'avait aucune intention de sacrifier inutilement ses hommes dans des chars suicidaires sur les plages. Il étudia les débarquements américains à Tarawa et Kwajalein. Il vit la puissance écrasante de leur artillerie navale et il conçut une stratégie nouvelle et terrifiante, Mokuzaku, le silence stratégique. Il laisserait les Américains débarquer. Il les laisserait avancer avec leurs chars, leur artillerie, leur confiance. Il les attirerait à l'intérieur de l'île, loin des canons de la flotte, et dans une forteresse. Pendant des mois, les 11 000 hommes de Kusum transformèrent Biak. Ce n'était pas une ligne de tranchées, c'était un système de fortification construit dans l'île elle-même. Ils exploitèrent le terrain naturel, anciennes grottes de corail, falaises calcaires, jungles denses et les renforcèrent avec du béton, de l'acier et des champs de tir croisés. Certains bunkers avaient des murs de près d'1 mètre d'épaisseur. D'autres étaient positionnés dans des formations naturelles de corail les rendant presque immunisés contre les bombardements navals et l'artillerie. Toutes ces positions se soutenaient mutuellement. Attaquer un bunker signifiait s'exposer au feu de 3 autres. C'était un champ de tir mortel à 360 degrés. Les ordres de Kusum étaient simples. Tenir Biak à tout prix. Faire payer chaque mètre. Forcer MacArthur à reconsidérer toute sa guerre. Les Américains marchant vers ce piège n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils formaient la 41e division d'infanterie, la Sunset Division. Ils étaient vétérans, mais entraînés pour un autre type de guerre, et ils portaient la mauvaise arme. Voici la grenade à fragmentation Mark II, la célèbre grenade Anana. Depuis 1918, c'était la grenade standard américaine. Son corps en fond cranté était conçu pour exploser en centaines de fragments mortels avec un rayon létal de 10 mètres. Dans les champs ouverts d'Europe, elle était dévastatrice. Jetée dans une tranchée allemande, c'était une arme gagnante. Mais le Pacifique n'était pas l'Europe. Le problème devint terriblement évident durant la campagne de Guadalcanal en 1942. Les forces américaines y affrontèrent des tactiques défensives japonaises inédites. Les Japonais exploitaient le terrain naturel, creusant dans les collines et renforçant les grottes. La grenade Mark II, conçue pour la guerre à terrain ouvert, se révéla inutile. Elle était trop légère.
Les soldats la lançaient vers les petites meurtrières d'un bunker, mais elle heurtait la paroi de corail, rebondissait et roulait inutilement en contrebas. Ou bien, si le lancer était parfait, le délai de 5 secondes était trop long. Il laissait aux défenseurs japonais juste assez de temps pour ramasser la grenade et la relancer dehors. Le taux d'échec était catastrophique. Les rapports du champ de bataille de Tarawa en novembre 1943 furent un signal d'alarme terrifiant. Les marines documentèrent que seule une grenade sur 12 réussissait à entrer dans un bunker ennemi. Les autres explosaient inutilement à l'extérieur, tandis que les Japonais continuaient le tir, massacrant l'équipe d'assaut. Chaque grenade ratée donnait du temps aux Japonais. Du temps pour tuer des Américains. Le département de l'armement de l'armée américaine, basé à Aberdeen Proving Ground dans le Maryland, savait qu'il y avait un problème. C'étaient les experts, les ingénieurs et scientifiques responsables de la conception et de l'approbation de toutes les armes de l'armée. Ils réagirent avec une avalanche de solutions. Ils développèrent des fusils lance-grenades spéciaux. Ils conçurent des fusées plus longues pour donner plus de temps aux lanceurs, ce qui ne fit qu'aggraver le problème. Ils créèrent des formations complexes pour enseigner les angles de lancer idéaux. Rien ne fonctionnait. Le problème des bunkers persistait. Au début de 1944, les experts de l'armée parvinrent à une conclusion fatale. La grenade à fragmentation Mark II était la seule option pour attaquer un bunker. Le manuel officiel FEM 23 à 30 le déclarait explicitement. Leur raisonnement semblait logique. Les grenades à fragmentation avaient plusieurs dispositifs de sécurité, des fusées prévisibles et une létalité prouvée dans d'autres contextes. Et surtout, elles étaient conçues pour être lancées. L'alternative était impensable, la grenade au phosphore blanc M15. Cette grenade était classée comme arme chimique. Elle n'était destinée qu'aux écrans de fumée et aux signaux. La M15 portait un avertissement écrit en lettres rouges. Interdite à l'usage offensif. Le produit chimique à l'intérieur brûlait à 2760 degrés Celsius. Il ne pouvait pas être éteint à l'eau. Il enflammait tout ce qu'il touchait, bois, munitions, chair humaine, et continuait de brûler sous l'eau ou à l'intérieur du corps. Les règles de sécurité de l'armée étaient sans ambiguïté. Lancer une grenade au phosphore blanc dans un espace confiné était strictement interdit. Le risque de brûlure catastrophique pour les troupes amies, à cause d'éclaboussures ou de retours de flammes, était considéré comme beaucoup trop élevé. La doctrine officielle était claire. Utiliser du phosphore blanc contre des bunkers était passible de cour martiale. Le département de l'armement avait rendu sa décision. La doctrine était la doctrine. Les hommes en première ligne n'avaient qu'à mieux lancer leurs grenades. Les enjeux de cette décision bureaucratique allaient bientôt se mesurer en milliers de vies américaines. Les rapports de pertes s'empilaient déjà. Kwajalein, en février 1944, avait coûté 372 pertes américaines. Eniwetok, en mars, en ajouta 339. L'état-major de MacArthur calcula une projection sinistre. Au rythme actuel, l'offensive vers les Philippines coûterait plus de 50 000 vies américaines avant la fin de 1944. Et puis vint Biak. Le 27 mai 1944, la 41e division d'infanterie débarqua sur Biak, s'attendant à une résistance légère. Au lieu de cela, elle marcha directement dans le piège du colonel Kusum. Le bombardement naval n'avait rien fait. Les grottes de corail étaient intactes. Lorsque la 41e division avança à l'intérieur de l'île, celle-ci explosa. Des tirs de mitrailleuses jaillirent de bunkers invisibles. Des mortiers tombèrent depuis des fosses parfaitement dissimulées. L'avancée s'arrêta net. La 41e division perdait lourdement. Les mathématiques brutales établies par le quartier général devenaient une réalité effrayante. Pour chaque bunker japonais détruit, les forces américaines subissaient en moyenne 3,2 pertes. La division identifia plus de 200 positions fortifiées rien que sur Biak. Les chiffres étaient simples et terrifiants. À ce rythme, prendre cette seule, il coûterait près de 700 vies américaines. Le stock de grenades de la division diminua rapidement. Les officiers d'intendance commencèrent à rationner les grenades à fragmentation, 3 par escouade, par jour. Les officiers ordonnèrent aux soldats d'utiliser leurs fusils et leurs baïonnettes pour économiser les explosifs. Mais un fusil ne perce pas un mur de bunker. Et une baïonnette n'atteint pas un mitrailleur posté dans une grotte. Le 30 mai, après 3 jours de combats sanglants et ininterrompus, la 41e division avait avancé de moins d'1 kilomètre. Elle avait déjà subi plus de 200 pertes. Les infirmiers manquaient de morphine et de plasma. La doctrine officielle échouait. Les experts avaient tort. Et le soldat de première classe Harold Moon était allongé dans la poussière, derrière un palmier déchiqueté,
observant sa quatrième grenade rebondir inutilement contre un mur de corail, se demandant s'il n'existait pas un autre moyen. Harold Moon n'était en rien un innovateur militaire. Il n'était pas officier de West Point. Il n'était pas ingénieur en armement. Né en 1922 dans le comté de Grundy, Iowa, Moon avait quitté l'école après la 10e année pour travailler dans la ferme laitière de son père. Son dossier militaire le décrivait comme moyen au tir et satisfaisant au lancer de grenades. Avant la guerre, sa plus grande décision se résumait à choisir entre planter du maïs ou du soja sur les 40 acres du Nord. Moon reçut son ordre de mobilisation en janvier 1943. Il se présenta à Fort Leonard Wood, Missouri, termina l'entraînement de base, puis fut envoyé dans le Pacifique comme simple remplaçant. Il fut affecté à la compagnie du 163e régiment d'infanterie. Son rôle était simple, obéir aux ordres, tirer droit et rester vivant. Mais Harold Moon avait une compétence qui n'apparaissait dans aucun manuel militaire. Il n'était pas ingénieur, mais il comprenait la physique. Pas à travers des équations, mais à travers l'intuition. En grandissant dans une ferme, il avait appris à juger les trajectoires en lançant des bottes de foin dans les greniers. Il avait appris à calculer les angles en lançant des outils lourds à son père à travers la grange. Il savait instinctivement comment un objet se déplace dans l'espace. Sur Biak, cette intuition allait changer la guerre. Allongé derrière ce palmier brisé, les oreilles bourdonnantes, Moon observa son sergent de peloton lancer une nouvelle grenade Mark II contre le bunker japonais. La grenade frappa le mur de corail, rebondit et roula. Moon comprit immédiatement le problème. La Mark II était trop légère, trop ronde, trop rebondissante. Elle était conçue pour fragmenter, pas pour pénétrer. Lancer une Mark II contre un bunker de corail revenait à lancer une balle de baseball contre un mur de béton. La physique assurait l'échec. La révélation de Moon vint d'une source improbable. Une erreur logistique. Ce matin-là, lors du contrôle d'équipement, quelqu'un dans la chaîne de ravitaillement avait commis une erreur. Parmi ces grenades Mark II habituelles se trouvaient 2 grenades M15 au phosphore blanc. Les armes chimiques, celles portant la mention « interdite à l'usage offensif ». Moon connaissait le règlement. Il avait assisté au briefing de sécurité. Les grenades au phosphore blanc étaient destinées aux écrans de fumée. Les utiliser en attaque violait les ordres permanents. Mais en regardant ce bunker japonais et les 7 corps de ses camarades étalés au sol, il vit quelque chose que les experts d'Aberdeen n'avaient pas vu. La M15 était plus lourde que la Mark II, près de 900 grammes contre 600 grammes pour la Mark II. Sa fusée était plus courte, 4 secondes contre 5. Et le phosphore blanc possédait une propriété que les éclats n'avaient pas. Il continue de brûler. Il remplirait cet espace clos de fumée toxique, suffocante, et d'une chaleur de 2760 degrés Celsius. Moon sortit l'une des grenades interdites. Il la pesa dans sa main, ressentant sa masse. Son sergent de peloton le remarqua. « Moon, qu'est-ce que tu fous? Ce sont des grenades fumigènes. »« Elles sont plus lourdes, » répondit Moon, les yeux fixés sur le bunker. « Ce n'est pas pour ça qu'on les utilise. Soldat, remets-la à sa place. » Moon regarda le bunker, puis les corps de ses camarades, puis prit une décision qui sauverait son peloton ou lui vaudrait la cour martiale. Il tira la goupille. Le premier lancer de Moon fut parfait. La M15 décrivit un arc dans l'air humide, plus stable et plus lourde que la Mark II. Elle ne rebondit pas contre le mur de corail. Elle tomba directement dans la fente du bunker, comme une pierre dans un puits. Moon compta 1 0 0 0, 2 0 0 0, 3 0 0 0. Le bunker explosa, non pas avec le claquement sec d'une grenade à fragmentation, mais avec quelque chose de bien pire. Une épaisse fumée blanche et âcre jaillit de toutes les ouvertures. La température monta brutalement. Le phosphore enflamma tout, les poutres, les caisses de munitions, la chair humaine. La mitrailleuse japonaise se tut. Le sergent de Moon resta figé. Est-ce que ça vient de marcher? À 70 mètres sur la gauche, un autre bunker ouvrit le feu pour couvrir la position détruite. Moon n'hésita pas. Il saisit sa deuxième M15, calcula l'angle et lança. Deuxième entrée parfaite. Deuxième nuage infernal. Deuxième silence. Trouvez-moi d'autres comme ça, dit Moon. Ce sont des grenades fumigènes. Soldats. On ne s'en sert pas? Ramenez-moi. La compagnie avança. Moon passa de bunker en bunker, utilisant les grenades interdites avec la précision d'un fermier plantant ses semences. Le poids plus élevé facilitait le contrôle. La fusée plus courte empêchait toute réaction ennemie. Et le phosphore blanc rendait la défense impossible.
À midi, Moon avait détruit 8 bunkers. Sa compagnie avait progressé de 400 mètres, la meilleure avancée depuis le débarquement. La nouvelle se répandit dans tout le bataillon, chuchotée dans les téléphones de campagne ou criée entre trous d'obus. Le dingue de la Easy Company, il utilise du phosphore blanc sur les bunkers. Et ça marche? Capitaine James Winters, le commandant de compagnie de Moon, l'interpella pendant une accalmie dans les combats. Winters était diplômé de West Point, un homme formé à suivre la doctrine. Il tenait le manuel de terrain ouvert, pointant du doigt les règlements. Soldats, ceci est explicitement interdit. Les grenades au phosphore blanc sont des armes chimiques. Elles sont donc réservées aux écrans de fumée et aux signalisations. Les utiliser de manière offensive viole la Convention de Genève. Moon, couvert de poussière de corail et de sueur, fit simplement un geste en direction du champ de bataille, où les brancardiers chargeaient les blessés sur les civières. Combien de ces gars marcheraient encore si j'avais continué à utiliser les Mark II? 2 secondes? Ça ne marche pas. Ce n'est pas la question, Moon. C'est précisément la question, monsieur. Cela pourrait être une infraction passible de cour martiale. Alors traduisez-moi en cour martiale après que nous aurons pris cette île. Winters regarda le soldat, puis le manuel, puis de nouveau le champ de bataille. Cela faisait 3 jours qu'il voyait ses hommes mourir en essayant de suivre des règlements qui ne correspondaient pas à la réalité. Il referma le manuel. Il prit une décision qui allait définir sa carrière. Je n'ai rien vu. Mais si vous vous faites tuer en faisant ça, je n'écrirai pas à votre mère pour lui expliquer que vous êtes mort en violant des ordres directs. Moon hocha la tête. Très bien, monsieur. Au coucher du soleil, le soldat Harold Moon avait éliminé à lui seul 20 bunkers japonais en utilisant des grenades au phosphore blanc. Sa technique non autorisée avait permis à sa compagnie d'avancer d'un mile, davantage que tout le bataillon en 3 jours. La question était désormais de savoir si l'armée adopterait sa méthode ou s'il serait puni pour cela. La réponse arriva 2 jours plus tard. Dans une tente de commandement exigu, à 3 kilomètres à l'intérieur de l'île, le lieutenant-colonel Alexander M. Senab, commandant du 163e régiment d'infanterie, lut le rapport post-opération du capitaine Winters avec une inquiétude croissante. Le rapport décrivait les résultats stupéfiants de Moon, mais aussi, dans un langage militaire soigneusement formulé, une violation systématique des règlements sur l'usage des armes. M. Senab convoqua une réunion d'urgence. Les officiers du bataillon se serrèrent dans la tente humide. Commandant de compagnie, officier de l'armement, chirurgien du bataillon. Le capitaine Winters présenta les résultats de Moon. 20 bunkers neutralisés en une journée, 0 perte américaine au cours de ses assauts, 400 mètres de progression obtenus. Les chiffres étaient indéniables. Puis le major Robert Thornton se leva. Thornton était l'officier d'armement du bataillon. Carrière entière dans l'ordnance, diplômé de l'école d'armement d'Aberdeen Proving-Ground. 15 ans d'études sur les explosifs militaires. L'expert, et il était furieux. C'est de la folie, dit Thornton, sa voix montant d'un cran. Les grenades au phosphore blanc ne sont pas conçues pour un usage offensif. Ce sont des armes chimiques aux effets imprévisibles dans des espaces confinés. Nous avons des règlements pour une excellente raison. Les règlements supposent que nos grenades standards fonctionnent. Major, répondit calmement Winters. Ce n'est pas le cas. Pas contre ces bunkers. Alors il nous faut de meilleures techniques de lancer. Un meilleur entraînement. Cela fait 2 ans que nous avons un meilleur entraînement, répliqua Winters. Ça n'a rien changé. La technique de Moon fonctionne. Les preuves sont dans les rapports de perte. Thornton frappa la table de la main. Savez-vous ce que le phosphore blanc fait au tissu humain? Il brûle la peau, les muscles, l'os. L'eau ne peut pas l'éteindre. Si un seul fragment touche l'un de nos hommes. Nos hommes, l'interrompit Winters, sont en train de mourir parce qu'on les force à utiliser des grenades qui rebondissent sur les parois. La tente explosa de discussions. Les officiers criaient les uns sur les autres, doctrine contre efficacité, règlement contre réalité. Certains soutenaient Winters, ils avaient vu le problème des bunkers de leurs propres yeux. D'autres se rangeaient du côté de Thornton, les règlements existaient pour la sécurité, et le succès téméraire d'un simple soldat ne justifiait pas d'abandonner la doctrine. M. Senab les laissa argumenter 5 minutes. Puis il leva la main. Le silence retomba. « Amenez-moi le soldat Moon. » 20 minutes plus tard, Harold Moon se tenait dans la tente, toujours couvert de poussière et de boue. Il n'avait jamais mis les pieds dans un poste de commandement de bataillon, encore moins entouré de tant d'officiers qui le fixaient comme s'il venait d'une autre planète. Le lieutenant-colonel M. Senab alla droit au but. « Soldat, le major Thornton me dit que vous utilisez des grenades au phosphore blanc de manière offensive. Est-ce exact? » « Oui, monsieur. Vous savez que cela viole les ordres en vigueur? »
Oui, monsieur. Alors pourquoi? Demanda Msenab. Pourquoi l'avez-vous fait? Moon réfléchit. Il n'était qu'un gamin de ferme venu de l'Iowa, parlant à un lieutenant-colonel qui détenait son avenir. Mais il était aussi un homme qui avait vu ses amis mourir pendant 3 jours parce que personne n'osait remettre en cause des règlements absurdes. Monsieur, commença Moon d'une voix ferme. Les grenades Mark II ne fonctionnent pas contre ces bunkers. Elles sont trop légères. Elles rebondissent. J'avais besoin de quelque chose de plus lourd, quelque chose qui puisse passer par les meurtrières et rester à l'intérieur. Les M15 sont plus lourdes et le phosphore blanc rend le bunker inhabitable. Ça marche, monsieur. Le major Thornton intervint, rouge de colère. C'est aussi extrêmement dangereux pour nos propres troupes. Si le phosphore éclabousse. Je fais attention aux angles, monsieur, dit Moon en regardant Thornton en face. Je ne lance que lorsque j'ai un tir clair à travers l'ouverture. Et je le fais depuis 2 jours sans aucune perte amie. 2 jours ne suffisent pas pour conclure, grogna Thornton. Msenab l'interrompit. Major, combien de pertes avons-nous subies en tentant de nettoyer des bunkers depuis l'atterrissage? Thornton consulta ses notes, la colère se changeant en frustration. 47 tués ou blessés, monsieur. Et combien de pertes amies? Continua Msenab d'une voix basse, depuis que le soldat Moon utilise sa technique. Silence total. Msenab se tourna vers Moon. Montrez-moi. Ils se rendirent dans une position japonaise capturée, à un demi-mille de là. Devant l'état-major du bataillon, Moon démontra sa technique sur un bunker abandonné. Il expliqua la physique, les angles, le timing. Il lança 3 grenades M15, chacune entrant parfaitement dans des ouvertures si étroites que les Mark II rebondissaient systématiquement. Msenab observa en silence. Puis il se tourna vers Thornton, toujours furieux. « Major, avec effet immédiat, vous autorisez l'usage des grenades au phosphore blanc pour l'assaut des bunkers. Distribuez-les à toutes les compagnies et faites instruire nos chefs de section par le soldat Moon sur la technique correcte. » Thornton resta bouche bée. « Monsieur, cela viole les règlements du département de l'armement. » Msenab s'avança d'un pas. « Alors le département pourra me traduire en cour martiale. Nous avons une île à prendre et je ne perdrai plus un seul homme à cause de règlements qui les envoient à la mort. » Réunion terminée. Les résultats furent immédiats. En moins de 24 heures, toutes les compagnies du 163e régiment reçurent des grenades M15 au phosphore blanc en dotation supplémentaire. Le soldat Moon, décrocheur scolaire en classe de seconde, devint l'instructeur le plus important du bataillon, passant d'une compagnie à l'autre pour démontrer sa technique au chef de section. La formation était simple, identifier l'ouverture, calculer l'angle, lancer la grenade M15 plus lourde que la Mark II puis se mettre à couvert pendant 4 secondes. Le taux de perte du bataillon ne baissa pas simplement, il s'effondra. Les rapports de terrain documentaient cette transformation. Avant la technique de Moon, le 163e d'infanterie enregistrait en moyenne 6,4 pertes par bunker éliminé. Après l'adoption du phosphore blanc, ce chiffre tomba à 1,7, et la plupart provenaient des tirs ennemis au cours de l'approche, non de l'assaut lui-même. Le taux de perte pour les attaques de bunker chuta de 73%. La technique se répandit comme une traînée de poudre au sein de la division. À la fin du mois de mai, toute la 41e division avait adopté la méthode non autorisée de Moon. Les Japonais remarquèrent immédiatement le changement. Dans un journal récupéré sur un officier mort, le lieutenant Tishi Yamamoto décrivait les nouvelles tactiques américaines avec une terreur absolue. L'ennemi utilise désormais des armes de feu chimique contre nos positions souterraines. La fumée blanche remplit les tunnels et rend la respiration impossible. La chaleur est insupportable. Les hommes ne peuvent pas rester à leur poste. C'est une terrible arme qui détruit nos défenses les plus solides. Le test ultime arriva le 2 juin lors de l'assaut sur l'aérodrome de Moker. C'était l'objectif stratégique majeur. Les Japonais avaient entouré l'aérodrome de 68 bunkers fortifiés, créant des champs de tir croisés qui rendaient toute approche quasiment suicidaire. Le 163e régiment d'infanterie, désormais armé de la technique de Moon, hérita de la mission. Moon, promu chef d'équipe sur le terrain, conduisit ses hommes. Il avançait à découvert. Quand des mitrailleuses s'ouvrirent depuis 3 bunkers camouflés, l'équipe de Moon entra en action. Il atteignit le premier bunker, sortit une M15, vérifia l'angle et lança. La grenade entra parfaitement. 4 secondes plus tard, une fumée blanche jaillit, la mitrailleuse se tut. Le deuxième bunker était plus difficile, l'ouverture plus petite. Moon dut s'exposer pour obtenir le bon angle, ignorant les balles qui sifflaient autour de lui. Nouveau lancer parfait. Nouveau silence. Son équipe neutralisa 3 bunkers liés entre en 11 minutes.
Avec les méthodes précédentes, cette tâche aurait pris des heures et causé de nombreuses pertes. Son équipe n'eut aucune perte. Sur l'ensemble du champ de bataille, les autres équipes utilisaient la même tactique. Le 163e d'infanterie sécurisa le périmètre de l'aérodrome à 14 heures. Un objectif que l'état-major estimait à 3 jours de combat fut accompli en 8 heures. Les statistiques finales étaient indiscutables. Le rapport post-opération de la 41e division, compilé en juillet 1944, confirma la supériorité de la méthode Moon. Avant le phosphore blanc, 47 grenades par bunker, 3,2 pertes par bunker point après le phosphore blanc, 2,3 grenades par bunker, 0,8 pertes par bunker. La 41e division élimina 312 bunkers japonais sur Boke. Avec les anciens taux de pertes, cela aurait coûté environ 998 pertes américaines. Les pertes réelles furent de 249. La technique non autorisée de Harold Moon sauva environ 749 vies américaines rien que sur l'île de Boke. Sa méthode se propagea dans tout le Pacifique. La première division de marine l'utilisa à Peleliu. La 96e division d'infanterie l'utilisa à Okinawa. Les manuels furent discrètement révisés. Le département de l'ordonnance ne reconnut jamais officiellement que la technique de Moon surpassait leurs méthodes approuvées. Le manuel ne mentionna jamais son nom. Il n'admit jamais qu'un simple soldat ayant arrêté l'école en seconde avait résolu un problème que les experts n'avaient pas su résoudre. Mais les chiffres de production racontent la vérité. 1943, 2,1 millions de grenades M15 au phosphore blanc produites 1945, 11,2 millions produites. Les documents officiels les classaient toujours comme grenades fumigènes, mais tout le monde savait désormais à quoi elles servaient réellement. Les estimations les plus prudentes suggèrent que la méthode de Moon évita entre 4 000 et 6 000 pertes américaines au cours de la dernière année de la guerre. Après la guerre, Harold Moon retourna dans le comté de Grundy, en Iowa. Il reprit la ferme laitière de son père, se maria et éleva 3 enfants. Il ne donna jamais d'interview. Il ne parla jamais de la guerre. Il reçut la Silver Star, mais la conserva dans un tiroir. En 1982, lors d'une réunion de la 41e division, un vieil homme l'aborda. C'était le fils du capitaine James Winters, l'ancien commandant de Moon. « Mon père est décédé, dit-il, mais il m'a demandé de vous trouver. » Il gardait une liste de chaque homme de la compagnie Easy qui avait survécu à la guerre. Il a calculé que sans votre technique, au moins 47 d'entre eux seraient morts à Bayak. Il disait que vous avez sauvé sa compagnie. Il disait que vous étiez le soldat le plus courageux qu'il ait jamais commandé, parce que vous aviez le courage d'avoir raison quand tout le monde suivait des ordres qui étaient mauvais. Harold Moon mourut en 1998. Son avis de décès mentionna son service militaire en une seule phrase. Son héritage ne se trouve pas dans les médailles. Il se trouve dans les milliers d'hommes qui rentraient chez eux parce qu'un simple soldat avait décidé que sauver des vies comptait plus que suivre les règlements. Il vit un problème. Il vit la solution. Et il eut le courage d'agir, même lorsque le monde entier lui disait qu'il avait tort.